vous vous soyez déplacés. Merci aussi tout particulièrement à nos deux intervenants qui ont accepté ce soir de venir partager leurs idées avec nous. Un petit merci au passage à Émilie qui fera la traduction de Pedro de l'espagnol vers le français. Donc je vais très rapidement vous présenter nos deux intervenants, parce que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà. Jeannette Abel, universitaire, collaboratrice au monde diplomatique. Ses travaux de recherche portent essentiellement sur Cuba, d'où l'intérêt de ce qu'elle pourra nous dire ce soir, mais aussi sur la politique extérieure des États-Unis en direction de l'Amérique latine, ainsi que sur l'Amérique latine contemporaine. Et je sais qu'en ce moment, elle suit de très près les événements qui se passent au Brésil, puisqu'elle avait eu l'occasion de s'y rendre et qu'elle publiera bientôt un article dans le monde diplomatique, je crois, sur le Brésil, dans le prochain numéro. Et Pedro Monreal, qui est docteur en sciences économiques, chercheur cubain, qui a écrit de nombreux articles et ouvrages malheureusement non traduits en français. Je n'en citerai que deux, enfin je citerai un ouvrage et un article. L'ouvrage, c'était ce qu'il avait écrit avec Julio Carranza, un autre économiste cubain, qui s'appelait Cuba, restructuration de l'économie, une contribution au débat. Et plus récemment avec un article qui figure dans un recueil. Cet article s'appelait Cuba, économie et développement social, réformes politiques et défis du XXIe siècle. Nous avons souhaité, France-Amérique latine a souhaité ce soir, en invitant ces deux chercheurs, partager leurs réflexions sur les processus en cours à Cuba. Processus de réforme, comme nous l'avons qualifié dans l'intitulé de la rencontre, peut-être à tort d'ailleurs, puisque les autorités cubaines ne parlent pas de réforme, mais d'actualisation du modèle économique. Et je pense que c'est une des questions sur laquelle Pedro aura l'occasion de revenir dans son exposé. Nous aurons donc ce soir d'abord deux interventions, Jeannette sur l'environnement général, la situation de Cuba aujourd'hui dans le contexte latino-américain et les processus politiques en cours, puis Pedro qui traitera des changements économiques, alors non pas dans les détails des mesures prises, mais vraiment comme un processus et pour expliquer en quoi, à quel défi cela répond aujourd'hui. Nous leur avons demandé des interventions brèves pour laisser ensuite la place aux échanges avec vous, aux échanges et aux questions qui permettront d'approfondir les sujets que vous pourrez souhaiter, tout en ayant bien conscience que ce soir nous ne pourrons pas couvrir tous les aspects de cette question et tous les aspects de la situation à Cuba. Donc nous avons, pour vous donner des mesures précises, jusqu'à 22h30 pour la salle, et le débat sera filmé, la vidéo sera visible sur le site de France-Amérique latine, donc à tous vos proches qui n'auront pas pu venir ce soir, conseillez-leur d'aller regarder. À partir de la semaine prochaine, vous pourrez donc voir cette vidéo sur le site de FAL. Et je vais laisser la parole à Jeannette pour la première intervention. Bon, alors je vais pas être longue, d'abord pour respecter les temps impartis, et puis parce que, bien que cette heure tardive et ce jour de fin ce jour proche des vacances n'ait pas suffisamment permis de rassembler plus de monde, nous avons la chance d'avoir ce soir un des plus éminents économistes, je dois dire, cubain de Cuba, qui connaît parfaitement et peut-être mieux que la plupart d'entre eux la situation cubaine et qui va intervenir après moi plus longuement sur les processus de réforme en cours qui sont des processus très importants et dont la portée est une portée de long terme et sur lesquels je crois qu'il est à peu près certain qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Alors, je vais tenir à peu près, je pense, en 10 minutes, donc dire des choses brèves et assez générales. Je crois qu'on peut, pour prendre une expression un peu bateau, on est vraiment cette fois-ci à la croisée des chemins à Cuba. 50 ans après, plus de 50 ans, plus d'un demi-siècle après la victoire de la révolution cubaine, l'ampleur des changements qui sont en cours, qui sont impulsés par la présidence de Raúl Castro, pour les expliquer, fait appel à deux données essentielles. Une donnée, le contexte intérieur, les situations insulaires,
et l'autre, le contexte régional. Et sur ces deux plans, les changements, je dirais même les bouleversements, sont des bouleversements essentiels. Alors, comme je vais faire vite, je vais commencer par la situation intérieure et la séquence historique à laquelle nous assistons depuis 2006. Autrement dit, depuis que Fidel Castro, malade, passe au début provisoirement le témoin à son frère, Raúl Castro, qui est à l'époque ministre des Forces armées, deuxième secrétaire du Parti communiste cubain, et ce témoin qui est passé à Raúl Castro va durer 2 ans avant que Raúl Castro assume la présidence en 2008, puis ensuite le secrétariat du parti, en quelque sorte remplaçant toutes les responsabilités qui avaient été occupées jusque-là par son frère aîné. Alors je voudrais dire juste au passage, parce que ce n'est pas si fréquent dans l'histoire, hein, que nous avons eu une succession réussie et que c'est important de souligner cela alors que les médias occidentaux parlent très fréquemment de manière extrêmement souvent critique et avec une connaissance assez limitée, je dois dire, de ce qui se passe à Cuba. C'est une succession réussie. Autrement dit, contrairement à un certain nombre de pronostics, Raúl Castro va occuper la succession et va reprendre les postes occupés par son frère. Alors on pourrait dire que c'est une affaire de famille. C'est plus compliqué que ça, on va le voir ensuite, parce que la politique qu'il va mettre en œuvre, et je pense que Pedro va l'indiquer, n'est pas la même que celle que Fidel Castro à une autre époque, en tout cas antérieurement, avait mise en application lui-même. Mais en tous les cas, cette succession s'est passée dans la stabilité et dans la continuité. Deuxième remarque, pour un petit peu avoir une chronologie des choses. 2008, donc, Raúl Castro occupe la présidence. Nous sommes en 2013 et en l'espace de 5 ans, les changements qu'il a impulsés sont des changements très importants. Alors, ça s'est fait de manière, c'est une séquence intéressante parce qu'en fait, 2008, 2011, congrès du Parti communiste cubain, et au centre de ce congrès, un processus qui s'appelle, c'est un euphémisme, actualisation de l'orientation économique en fait qui règne à Cuba depuis pratiquement un demi-siècle. Ce qu'on appelle actualisation est en fait un processus de réformes économiques. Je vais y revenir que très très brièvement puisque c'est ce que Pedro va de plus expliquer et développer, mais donc un processus de réformes économiques marchande. Autrement dit, pour le dire encore plus clairement, un processus de réformes économiques qui, par rapport à la situation antérieure de planification économique extrêmement centralisée, hein, on dit souvent à Cuba qu'on assiste à une économie de commandement, ou en tous les cas une économie extrêmement centralisée. Cette actualisation va introduire des brèches dans cette planification, dans le système économique antérieur et également dans ce qui était jusqu'alors la norme, une économie étatisée pour plus de 90%, à hauteur de plus de 90%. Ce congrès aura lieu en 2011, il sera suivi d'une conférence nationale en 2012, donc vous voyez comment les rythmes se sont accélérés, et 2012-2013, on a d'ores et déjà des éléments supplémentaires qui sont d'ordre plus, je dirais, qui commencent à être plus institutionnels, en tous les cas plus politiques, qui ne sont pas encore adoptés, mais je vais y venir dans un instant. C'est dans ce contexte, et pour le comprendre, qu'il faut partir d'une phrase extrêmement significative de Raúl Castro, qu'il prononce tôt, en 2007, il caractérise la gravité de la situation économique à Cuba en disant
que nous ne pouvons plus marcher au bord du précipice et qu'il faut donc réformer le système. Cette phrase est de lui, hein. Nous ne pouvons plus marcher au bord du précipice, ce qui nous donne quand même une indication, c'est le chef de l'État qui parle, il n'est pas encore tout à fait à ce moment-là, mais une indication de la gravité de la situation à laquelle Cuba est confrontée. Je n'ai absolument pas le temps ici de revenir en arrière sur les raisons, sur les explications, sur les causes de cette situation. Disons qu'en tout cas, l'épuisement du modèle entre guillemets, qui régnait à Cuba depuis presque un demi-siècle, largement inspiré de celui qui existait en Union soviétique, pas totalement, si on avait le temps, on pourrait montrer quelles étaient les différences, eh bien ce modèle est épuisé. Ce modèle est épuisé, l'économie va mal, la productivité également, on a une sorte de goulot d'étranglement. Pedro va revenir sur tout ça bien mieux que je ne pourrais le faire, et c'est cela qui évidemment explique qu'on impulse tout d'un coup qu'une bifurcation intervienne, donc sous la houlette de Raúl Castro, dans la structuration économique du pays, au sens le plus, une bifurcation qui est une bifurcation radicale dans sa dimension et surtout dans sa portée. Ces réformes économiques, dont j'ai dit simplement, et je n'en dirai pas plus, qu'elles donnent une place plus grande au marché, plus grande à la propriété privée, qu'elles impliquent une grande décentralisation et des brèches dans la planification, une planification dont on peut discuter le caractère par ailleurs, mais ces réformes économiques vont avoir, et elles ont déjà des conséquences sociales et politiques. Et c'est de cela que je voudrais dire deux mots avant de dire deux mots aussi du contexte régional. Des conséquences sociales parce que, évidemment, si vous êtes, la société cubaine était pendant une cinquantaine d'années, et c'est quelque chose qu'on a toujours mal évalué ici, une société extrêmement égalitaire. Certains disent trop égalitaire. Une société égalitaire, une société solidaire, et une société qui, pendant la période la plus faste, 1975-1985 à peu près, a permis une élévation du niveau de vie exceptionnelle de la population cubaine. Exceptionnelle en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de promotion sociale, en termes de bien-être, en termes de droit à l'emploi. Cela s'est effondré avec la fin de l'Union soviétique et il a fallu commencer à reconstruire et à réfléchir à autre chose. On n'est toujours pas sorti de l'auberge et donc voilà, c'est à partir de cette crise-là, de ce qu'on appelle la période spéciale en temps de paix, que les problèmes se sont évidemment aggravés et que Raúl Castro arrive et sa phrase prend donc toute sa signification puisque il parle d'abîme et de précipice. Alors les réformes, donc ce que je voulais indiquer, c'est que ces réformes économiques ont d'ores et déjà des conséquences sociales et elles ont, à terme, elles auront des conséquences politiques. Les conséquences sociales, étudiées par les sociologues les plus compétents à Cuba, et en particulier par quelqu'un qui s'appelle Mayra Espin, que Pedro connaît très bien, c'est la montée d'une part d'inégalité et le fait qu'une différenciation sociale est en train de s'opérer à partir du moment où des statuts différents dans la société s'installent. Vous avez ce qu'on appelle des cuentapropistas, des travailleurs qui travaillent à leur compte, des travailleurs indépendants qui aujourd'hui ont le droit d'embaucher des salariés. Bon, donc vous avez progressivement un marché du travail qui s'installe, il n'existait pas auparavant, et des catégories sociales de plus en plus différentes, dont les objectifs et dont les intérêts ne sont pas les mêmes. On comprend bien dans ces conditions que, à terme, sur le plan politique, tout ça va poser des problèmes. Un mot de plus juste sur ces conséquences sociales, pour vous donner une idée, on a désormais 65 à 70% de la population salariée cubaine qui dépend de l'État, mais on en a plus de 30% qui n'en dépendent plus. C'est une différence colossale. Avant, on était à 90, voire 92% de la population économiquement active qui dépendait de l'État, qui était salariée de l'État. Ça n'est plus le cas.
Donc vous avez maintenant des petits commerçants, donc progressivement des petits artisans, des petits commerçants, etc. Une réforme par ailleurs qui était nécessaire, parce que désormais au moins vous pourrez trouver des plombiers, des mécaniciens, c'était compliqué avant, mais je ne rentre pas dans les détails de ces difficultés. En tous les cas, une société différenciée, hétérogène, composée de catégories sociales qui vont défendre leurs intérêts propres et qui, peu à peu, vont évidemment avoir des exigences politiques. Alors, mon avant-dernier point, des conséquences, je disais, des réformes qui vont avoir des conséquences politiques. Et ces conséquences politiques ont commencé, elles ne caractérisent pas le système politique cubain. Vous savez que ce système politique est fondé sur un parti unique, et ça pour l'instant n'est absolument pas remis en cause. Un parti unique qui est la colonne vertébrale du système institutionnel à Cuba, et qui est conçu comme l'avant-garde, c'est ce qu'il y a c'est écrit dans la Constitution, l'avant-garde de la nation. Donc un parti unique qui est l'avant-garde de la nation, qui n'est pas quelque chose sans conséquence. Mais au niveau de la direction du pays, on comprend bien qu'il va falloir instaurer quand même certains changements, parce que la direction actuelle est confrontée à de nombreux défis, mais dont deux très importants. Le premier, c'est que c'est la fin de la génération historique. Elle est en train de disparaître. Fidel Castro a 86 ou 87 ans, alors 87 je crois, au mois d'août. Son frère Raoul, qui est donc à la tête du pays, en a 5 de moins. L'ancien premier secrétaire du parti, Machado Ventura, avait le même âge, et peu à peu, d'ailleurs, les nécrologies, hélas, s'accumulent. Peu à peu, tout le monde est en train de disparaître, et Raúl Castro l'a dit publiquement. Et donc, il faut d'ores et déjà remplacer cette génération historique aux commandes du pays. Pour ce faire, il y a eu déjà deux décisions importantes, mais la plus importante, Raúl Castro a annoncé que désormais, et il l'a fait adopter lors de la conférence en 2012, lors d'une conférence nationale du parti, désormais les mandats de l'exécutif seront limités à 2 fois 5 ans. Autrement dit, aucun dirigeant ne pourra rester au pouvoir plus de 10 ans. Et lui-même a annoncé que c'était son dernier mandat. Autrement dit, dans 5 ans, Raúl Castro ne sera plus là, même s'il est encore vivant. Et son successeur est déjà désigné, il s'appelle Díaz-Canel. C'est quelqu'un qui a une longue trajectoire au sein du Parti communiste, mais qui n'a évidemment, du point de vue de l'aura, de l'histoire, etc., rien à voir avec, ou peu à voir avec ce qu'ont été les deux dirigeants précédents. Donc, première chose, durée des mandats, 2 mandats de 5 ans. Deuxième chose, on a commencé là, et je ne vais faire que les énumérer, à aborder un certain nombre de réformes qui ont une dimension politique. Bon, la première, vous en avez entendu parler, c'est la réforme migratoire qui permet désormais à tout Cubain de rentrer et de sortir du pays sans avoir besoin de demander une autorisation, ce qu'on appelait la carte blanche, et qui était le permis de sortie. Cette mesure est abolie. C'est une mesure plus importante qu'on ne le croit, parce qu'évidemment, c'est sur ça que je vais terminer ensuite, sa dimension, elle est destinée à promouvoir les échanges internes avec les États-Unis, et notamment avec l'exil cubain qui est aux États-Unis et qui désormais pourra, dans certaines conditions, et globalement aller et venir, partir, revenir dans l'île, ce qui n'était pas possible auparavant. Bon, les dernières mesures institutionnelles qui sont prévues et annoncées. La première, qui s'ajoute donc, il y aura des changements constitutionnels. Ça a été aussi annoncé officiellement, des changements dans la Constitution. Pour le moment, on ne sait pas encore très bien lesquels, et on ne sait pas s'ils vont intervenir très vite ou pas. Je ne pense pas très vite, mais ils sont annoncés. Et ils sont évidemment indispensables parce qu'il y a des articles de la Constitution. La Constitution actuelle a été, la première date de 1976 et la deuxième a été amendée en 1992. Et il y a maintenant, ne serait-ce que sur le plan économique, il faut absolument modifier et moduler certains articles de cette Constitution pour les adapter aux changements économiques, aux réformes en cours.
Deuxième changement qui, lui, est annoncé cette année avec le congrès de la principale centrale, de la seule centrale syndicale, la CTC, une réforme du Code du travail, qui est une chose très importante et dont un certain nombre d'éléments commencent à être discutés dans la revue, dans le journal de la CTC, qui va modifier aussi beaucoup, pas forcément dans le bon sens à mon avis, mais enfin on verra, le Code du travail en vigueur. Je dis pas forcément dans le bon sens, parce que certaines des discussions que l'on voit et des interventions publiques qui concernent cela et que l'on entend déjà aujourd'hui assignent aux travailleurs et à leurs syndicats un rôle, une place dans la gestion économique sans forcément que la défense de leurs intérêts soit prise en compte au même niveau. Enfin, je ne vais pas en dire davantage. Je vais terminer, donc vous voyez, changement économique, réformes économiques, changements sociaux très importants, changements institutionnels déjà en cours et une dynamique de changement politique à terme. Je dirais, dernier défi, la coupure générationnelle. Il y a, c'est quelque chose de très frappant, Raoul Castro l'avait dit d'ailleurs, il y a une génération qui manque entre la génération historique et puis la toute jeune génération actuelle. Et ça fait, on sent bien qu'il y a un décalage entre la génération encore au pouvoir et la génération des Quadras, Quinca, etc., et même, surtout, les plus jeunes. Et un des éléments, une des explications de ce décalage est évident, c'est que ces jeunes, imaginez-vous maintenant, quelqu'un qui est né en 90 à Cuba, n'a pas connu la dictature de Batista, évidemment, et il n'a pas connu la bonne période, la période faste de la révolution cubaine, qui est celle qui a juste précédé cette période-là. Il n'a connu que la crise, la fameuse période spéciale en temps de paix, et ça donne dans la jeunesse, et ça c'est très perceptible, un rapport non seulement à la révolution mais aux institutions qui, je ne dis pas pour tous les jeunes, mais qui est quand même très différent de ce qu'on a connu auparavant. Là, juste un dernier mot, deux derniers mots. Vous pouvez imaginer que tout ça donne lieu à de très nombreux débats, qui sont des débats passionnants d'ailleurs, notamment dans la revue cubaine qui s'appelle Temas, mais pas seulement dans celle-ci, des débats sur ce qu'on appelle maintenant, ça n'aurait pas été possible de dire comme ça avant, la transition socialiste et les interrogations. Quelle transition socialiste? Comment la mener à bien? Il y a énormément de débats maintenant, que ce soit sur les coopératives, l'autogestion, la planification, l'histoire révolutionnaire, et même y compris des débats en termes d'éthique, de mœurs. Il y a une libéralisation aussi qui a été menée à bien, notamment par la fille de Raúl Castro sur le plan de la reconnaissance des droits des homosexuels, bon, qui est très spectaculaire également. Donc vous voyez des changements colossaux, alors en tout cas des changements en cours, avec sur le plan régional, et sont mes derniers mots, un contexte régional qui lui aussi est radicalement différent de ce qu'il a été dans le passé. Pour prendre la mesure de cela, il faut se rappeler que Cuba a été exclu de l'OEA en 1962, que cette exclusion avait été ratifiée, sauf par le Mexique, par tous les gouvernements latino-américains sans aucune exception. C'était une exclusion promue évidemment par les États-Unis, par Washington. Or, il y a 3 ans, il y a eu une réunion de tous les gouvernements latino-américains à l'OEA qui a annulé cette décision. Autrement dit, on a considéré que l'exclusion, qu'il fallait revenir sur l'exclusion de Cuba, de l'OEA, de l'Organisation des États américains, et donc cette décision-là a été annulée à une écrasante majorité. Donc, Cuba n'a pas accepté de réintégrer dans l'OEA à cause des conditions, d'un certain nombre de conditions qui sont mises, et puis parce que Fidel Castro avait toujours dit que l'OEA c'était le ministère des colonies des États-Unis. À l'époque, c'était pas faux d'ailleurs, on peut discuter, mais en tous les cas, Cuba n'a pas réintégré, mais la résolution qui avait procédé à son exclusion a été annulée. Deuxième élément pour voir le contraste par rapport à la situation actuelle,
il y a désormais une institution latino-américaine qui s'appelle la CELAC, Communauté économique latino-américaine et des Caraïbes. Tous les gouvernements, tous les pays latino-américains, sans exception, se regroupent dans cette institution. Et elle a été fondée en décembre 2011 par Hugo Chavez à Caracas, qui en a assumé la présidence pendant 1 an. C'est le Chili, gouvernement néolibéral s'il en est, sous la direction de Sebastián Piñera, qui a assuré la 2e année de présidence, et c'est Raúl Castro, Cuba, qui assure aujourd'hui la 3e. Autrement dit, c'est Cuba et avec l'accord de tous les participants caribéens et latino-américains, qui assurent la présidence de cette communauté. Ça, vous imaginez, c'était absolument impensable, c'est un bouleversement colossal, de même que le fait d'ailleurs que le président colombien ait accepté que les négociations entre les FARC, la guérilla des FARC colombienne et le gouvernement colombien aient lieu à Cuba. Les négociations ont lieu à La Havane. C'est vous dire quand même que là, on est dans des bouleversements géopolitiques majeurs. Donc, changements radicaux de ce point de vue sur le plan régional. La montée du Venezuela, la progression du Venezuela y a été pour beaucoup. Hélas, la disparition de Hugo Chavez, on verra, je pense que pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas de changement. Je termine en disant, restent les États-Unis. Que va-t-il se passer avec Washington? Pour le moment, les changements sont extrêmement limités. Néanmoins, on est un peu dans quelque chose qui ressemble à la diplomatie du ping-pong, comme à l'époque de Nixon avec la Chine. Là, actuellement, il y a des négociations. Le courrier va être rétabli entre les deux pays. Depuis 50 ans, on ne peut pas échanger de courrier entre les États-Unis et Cuba. Et ça est en train, là, de changer, d'être négocié. Donc, tout ça est très lent. On marche à petits pas. Enfin, il est inéluctable qu'à terme, ces deux pays rétablissent et les relations diplomatiques et leurs échanges, pour des raisons de géographie évidentes. En bref, suivez la situation cubaine et son évolution. Là, nous allons avoir du neuf. J'espère que... J'aurais dû te dire, j'aurais dû noter. Sans plus attendre, Pedro. Alors, une petite interrogation pour les assistants. Est-ce que tout le monde comprend l'espagnol ou y a-t-il besoin d'une traduction vers le français? Vous levez la main, ceux qui veulent une traduction? D'accord. Eh bien, on y va. Tu veux le micro peut-être? Oui, c'est mieux. Buenas noches. Quiero empezar dándole las gracias a los organizadores del panel por haberme invitado. El título de la presentación muy breve que voy a hacer es la actual reforma económica en Cuba, de la política económica a la economía política. Alors tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité. Et donc pour vous présenter brièvement, le titre de mon intervention, c'est l'actuelle réforme économique à Cuba, de la politique économique à l'économie politique. Y básicamente voy a abordar el tema en dos grandes bloques. El primero es una breve interpretación de los cambios económicos en Cuba desde esa óptica de la economía política. Y el segundo son unas consideraciones breves que voy a hacer acerca de la sincronización de la reforma económica con un ciclo político inédito que actúa como fundamento de la construcción de una nueva gobernanza en Cuba. Alors tout d'abord, ma présentation va se diviser en deux blocs. Donc une première partie avec faisant une interprétation en fait des différents changements économiques qu'il y a eu à Cuba depuis justement cette perspective de l'économie politique.
et ensuite évoquer donc la réforme économique en cours à Cuba, avec justement tout ce cycle politique qui est véritablement inédit sur l'île et qui peut être considéré comme en fait la construction d'une nouvelle gouvernance à Cuba. Y quiero aclarar que gobernanza, entendida como transformación sistémica compleja, que se refiere a la eficacia, a la calidad y a la buena orientación de la intervención del Estado en la sociedad. A eso me refiero cuando hablo de gobernanza. Alors gouvernance, hein, donc il précise bien sa définition comme une transformation systémique complexe qui peut se produire à différents niveaux, que ce soit du local à l'international. Una última cuestión antes de entrar en materia. En mi presentación básicamente voy a tratar de hacer una interpretación a partir de los datos disponibles, lo que existe. No voy a hacer especulaciones, ni voy a introducir mis preferencias acerca de lo que se debería hacer. Voy a tratar de analizar lo que existe. Alors juste une petite précision avant de commencer, je vais rester objectif, je vais faire réaliser une étude à partir des données qui sont disponibles, je ne vais pas faire de prévisions sur ce qui pourrait arriver et pas non plus donner ma propre interprétation, mon propre point de vue sur ce qui se passe en ce moment à Cuba. Y quiero también hacer una segunda precisión, que es que yo considero que entender lo que pasa económicamente en Cuba es imposible si no se entiende primero la política en Cuba. Et deuxièmement, donc une dernière précision, on ne pourra pas comprendre la politique, ce qui se passe en ce moment au niveau économique à Cuba, sans évidemment comprendre l'aspect politique. Entonces pasamos a la primera parte de la presentación, en la que voy a hablar de los cambios económicos en Cuba desde una perspectiva de economía política. Y aquí voy a considerar tres aspectos. El primer aspecto pudiera ser presentado como una pregunta: ¿cómo define el gobierno cubano los actuales cambios económicos y en qué consisten estos cambios económicos? El gobierno cubano define esos cambios económicos como la actualización del modelo económico. Es decir, que oficialmente no se les llama reforma económica. Y habría que hacer una segunda pregunta: ¿en qué consiste ese término que se utiliza de actualización económica? Y la caracterización que se haga de ese término va a depender de la perspectiva analítica que se adopte. Alors, tout d'abord, donc, pour évoquer le premier aspect, il faut déjà comprendre comment en fait, le gouvernement cubain définit les changements économiques et qu'est-ce qu'on appelle changement économique à Cuba. En fait, justement, le terme officiel utilisé par le gouvernement cubain, c'est le terme d'actualisation du modèle économique. C'est-à-dire qu'officiellement, on n'appelle pas, il n'y a pas d'appellation officielle de réforme économique ou de changement économique. Alors, il va falloir analyser en quoi consiste justement cette actualisation du modèle économique. Et en fait, on va voir que tout dépend de la perspective analytique qu'on utilise pour l'analyser. Desde el punto de vista de la política económica, parecen existir tres grandes categorías de cambios económicos en la Cuba de hoy. La primera se refiere a la reforma en la administración central del Estado cubano, en sus instituciones y en sus regulaciones, en el sentido de promover un Estado menos pesado, más racional y más ágil en su capacidad de reaccionar para generar soluciones. Hay un segundo tipo de cambio económico que se refiere a una modificación de la gestión empresarial del Estado, que en Cuba es muy importante, y que incluye una reforma en el modo de funcionamiento de las empresas estatales, de la relación de esas empresas con el aparato central del Estado, de la transferencia de la gestión de ciertos activos estatales a organizaciones que operan bajo otras formas de propiedad, por ejemplo, en el caso de la agricultura, la entrega de tierra del Estado a las cooperativas y campesinos privados, y en el caso de la minería y el turismo, por poner solamente dos ejemplos, los acuerdos de gestión con el capital extranjero. Y existe una... Para la gente que escucha es muy difícil, pues. Donc en fait, il y a trois aspects importants dans justement le changement, pour analyser tous ces changements, ces trois changements économiques. C'est tout d'abord une réforme institutionnelle de l'État, c'est-à-dire rendre l'État, le fonctionnement de l'État,
plus rationnel, plus rapide, plus opératif. Et il y a ensuite un deuxième changement important, c'est la modification de ce qu'on appelle la gestion entrepreneuriale de l'État, c'est-à-dire en fait la relation entre les citoyens et les entreprises étatiques, les entreprises relevant de l'État, et donc le transfert de gestion entre les organisations et les entreprises, par exemple, dans le cas de l'agriculture, c'est très clair, il y a un transfert en fait de terres. On donne des terres qui sont sous statut étatique, on les donne à des paysans privés ou à des coopératives. Y existe un tercer tipo de... Et dans le cas aussi du tourisme, par exemple, l'accord avec des capitaux étrangers, donc des entreprises mixtes. Se habla del turismo, Sí. la casa del turismo. Y existe un tercer tipo de cambio, que quizás el que más se habla, que es la ampliación considerable de un sector privado nacional, principalmente el llamado trabajo por cuenta propia, algo que es funcional a los dos cambios anteriores apuntados. Esa ampliación del sector privado nacional ha sido concebida, creo yo, básicamente como un espacio de absorción de fuerza laboral desplazada desde el sector del Estado, pero ese concepto parece estar evolucionando en el sentido de que también se han ido reforzando otras funciones, por ejemplo la contribución de este grupo a los ingresos del presupuesto del Estado. Et donc un troisième changement, c'est l'agrandissement, en fait, l'amplification du secteur privé national, ce qu'on appelle justement les gens qui travaillent, les cuenta progristas, donc les gens qui travaillent à leur compte. Et donc c'est cette augmentation en fait du secteur privé qui constitue en fait vraiment l'espace de changement en fait de la force travailleuse, de la force laborale à Cuba. Et c'est donc ce concept du secteur privé national qui évolue en fait très fortement. Lo cierto es que desde el año 2006, pero sobre todo a partir del último Congreso del Partido Comunista de Cuba en abril de 2011, los cambios puntuales de política económica han sido numerosos, diversos, y se han ido ajustando, modificando en su aplicación. Alors il faut savoir que depuis l'année 2006, et puis surtout en fait à partir du dernier congrès du Parti communiste cubain en 2011, fin avril 2011, en fait tous ces changements ponctuels de la politique économique ont été vraiment très nombreux, très diversifiés, et vraiment il y a eu une grande diversification en fait dans la façon justement d'appliquer ces différences et ces changements. Un análisis detallado de esto sería complejo, y por tanto los efectos de esta presentación creo que basta decir que la evaluación de cada una de esas categorías reflejaría un balance mixto de logros e insuficiencias, es decir, la implantación de las medidas de política económica en general han avanzado y se han expandido, pero su trayectoria no ha sido lineal ni tampoco ha estado libre de contradicciones y de retrocesos en algunos aspectos. Alors une analyse très détaillée de ces changements, ça serait beaucoup trop complexe, mais il faut donc vraiment rester sur cette idée qu'il est important justement d'évaluer ces trois catégories, ces trois points fondamentaux du changement de l'économie politique à Cuba, et voir justement que toutes ces mesures de politique économique ont véritablement évolué et avancé à Cuba, et qu'il faut l'analyser en fait non pas comme une trajectoire linéaire, mais comme justement une trajectoire très diversifiée, et qui dépend justement des décisions politiques, des contradictions des décisions politiques. Y termino este primer aspecto con dos notas que creo que son importantes desde el punto de vista político. La primera es que ha existido nivel de autocrítica de parte del gobierno cubano, una autocrítica que ha sido relativamente sostenida en el tiempo y que ha sido seguida por medidas correctivas, en ocasiones medidas correctivas muy significativas. Alors, deux aspects importants pour terminer cette petite première présentation. C'est justement qu'il y a eu un aspect vraiment d'autocritique de la part du gouvernement, et ça c'est très important, et une autocritique justement qui a justement pu générer des changements et des ajustements sur la situation économique. Y lo segundo que me parece que es importante es que la lectura política de este proceso ha sido en general positiva, si bien existen críticas en relación con asuntos específicos. En otras palabras,
el cambio económico puede estar motivando preocupaciones y desacuerdos entre la población y entre los propios funcionarios respecto a cuestiones concretas, específicas, pero en general los cambios económicos han estado funcionando, políticamente hablando, como un factor capaz de generar una relativa anuencia pública al plan del gobierno. Alors, et puis en dernier point, donc tout ce changement-là a été relativement bien accueilli par la population, même s'il y a eu des critiques sur des aspects très spécifiques. Mais dans l'ensemble, ce sont toute une série de changements, de réformes qui ont été bien accueillis, même s'il y a eu justement des préoccupations sur des aspects spécifiques. Un segundo aspecto, que es un breve comentario sobre el concepto. El propio concepto de actualización del modelo económico. ¿Por qué utiliza el gobierno cubano un término no convencional en los estudios económicos? Alors, là je vais parler justement d'un petit commentaire sur justement un concept très important, le concept d'actualisation du modèle économique. Alors pourquoi est-ce que le gouvernement cubain n'utilise pas quelque chose de conventionnel, un terme conventionnel d'économie? Mi respuesta, por razones políticas, para no dar la idea de que se aprenda a hacer un cambio esencial en el sistema, para reforzar la noción de que lo que se intenta hacer es una adaptación mejorada del sistema. Obviamente sobre este asunto pudiera hacerse una discusión, pero creo que la decisión es completamente política. Alors évidemment, la décision est complètement politique, c'est pour ne pas donner l'idée d'un changement radical, d'un changement profond du système économique, et pour évoquer tout simplement une adaptation améliorée du système au système économique mondial. De hecho, yo considero que la manera en que se utiliza el término actualización del modelo económico es más abarcador que el concepto de reforma económica, porque la reforma sería parte de esa actualización, pero esa actualización también incluiría otros componentes. Et moi je considère, je pense que justement cette façon, cet usage en fait du terme actualisation du modèle économique est finalement plus large que le concept de réforme économique. Ça comprend plus de choses et ça inclut également d'autres dimensions. En realidad, la actualización del modelo económico, como término, se aproxima más a la noción de cambio de estrategia económica, que es más amplio que el concepto de reforma económica y que incluye al menos cambios económicos en otras tres áreas. Los fundamentos de la creación de riqueza y de empleo, incluida la cuestión de la especialización productiva del país, la calidad de la dinámica económica, es decir, la innovación, y la cohesión social, relacionada con la redistribución de la riqueza y los ingresos. Parce qu'en fait, l'actualisation du modèle économique, en fait, ça se rapproche plus du terme de stratégie économique et ça prend en compte des aspects qu'il n'y a pas forcément dans le concept de réforme économique. Et là, je vais parler de trois choses, les fondements, les bases pour créer de la richesse et de l'emploi, la dynamique économique d'un propre à un pays, donc l'innovation et la création, et évidemment la cohésion sociale, c'est-à-dire la redistribution de richesses et de revenus. Entonces, la reforma económica es una parte muy importante de la actualización, pero no lo es todo. Se refiere la reforma económica fundamentalmente a cambios de estructura, instituciones, mercado y aparato institucional y a modificaciones operativas, a las reglas con que opera el sistema económico. En el caso de Cuba, el componente de la reforma económica de esa actualización está directamente relacionado con lo que yo le llamo la construcción de una nueva gobernanza en Cuba, es decir, con una modificación en la calidad de la intervención del Estado en la vida social. En fait, le terme de réforme économique serait inclus dans ce concept, dans ce processus d'actualisation du système économique, mais voilà, c'est beaucoup plus restreint. En fait, la réforme se limite juste à des changements structurels, par exemple des changements institutionnels sur le marché ou tout l'appareil institutionnel d'un État, ou des modifications en fait de fonctionnement. Alors que dans le cas de Cuba, l'aspect justement de réforme économique, l'aspect réforme économique intégré au sein de l'actualisation économique est lié en fait à la construction de ce qu'il appelle la nouvelle gouvernance à Cuba. Paso entonces al tercer aspecto, que es relativo a la importancia de analizar esa reforma económica en Cuba desde una perspectiva de economía política. Y creo que requiere adoptar como punto de partida no la multitud de acciones de política económica en curso, sino el proceso emprendido por el gobierno cubano para facilitar su aceptación
y aplicación, la de la reforma, minimizando el costo político del cambio económico. En otras palabras, adoptar una perspectiva desde la gestión política de cambios en las relaciones sociales de producción, que eso, y no otra cosa, es una reforma económica. En fait, donc le plus important, très important, c'est d'analyser cette réforme économique à Cuba depuis le point de vue de l'économie politique. Et en fait, tout ça, c'est la base, c'est de partir en fait d'une analyse sur toutes les multitudes d'actions de politique économique qu'il peut y avoir justement au sein du gouvernement cubain pour permettre justement l'application de cette réforme économique. Donc en gros, c'est adopter une perspective pour que cette gestion politique de changement puisse avoir des conséquences sur la production et sur les questions de relations sociales. Desde una perspectiva de economía política, al menos hay tres preguntas que hay que hacer. Primero, ¿por qué se hace la reforma económica? Porque la reforma económica es un proceso que siempre entraña riesgos para la estabilidad social y que usualmente trae aparejado un costo político, en cualquier país, en cualquier momento. Segunda pregunta importante, ¿para beneficio de quién se hace la reforma económica? Porque más allá de cualquier intento de generalización respecto a que el beneficiario es el pueblo, la respuesta a la pregunta tiene que abordar la cuestión de los posibles efectos concentrados del costo de la reforma en ciertos grupos sociales y del carácter relativamente disperso y rezagado de los posibles beneficios de la reforma. Es decir, que existe un posible desfase entre costos y beneficios que pudiera conllevar a conflictos entre grupos sociales y a conflictos entre grupos sociales y el gobierno. Donc en fait, il y a trois questions très importantes et fondamentales pour justement analyser ces changements. C'est déjà pourquoi faire une réforme économique, donc ce processus qui pourrait justement mettre en jeu la stabilité sociale. Donc c'est très important de savoir pourquoi il y a cette réforme économique. Deuxièmement, pour qui on l'a fait, pour le bénéfice de qui va être cette réforme économique, ça c'est très important. Et au-delà de savoir si le bénéficiaire ça va être le peuple ou d'autres groupes, c'est de savoir en fait effectivement, de connaître le coût de cette réforme et savoir en fait le coût de cette réforme pour quel type, pour quelle catégorie de personnes. Y una última pregunta muy importante, ¿cómo se garantiza la aplicación de la reforma? O sea, no ya de su posible éxito, sino de la propia continuidad de la reforma. Un hecho que a veces se menciona poco es que muchas reformas en el mundo no terminan de aplicarse, se quedan a medias. Entonces es importante poder responder ese tipo de preguntas. Et en fait, la dernière question à se poser, c'est la viabilité de cette réforme et comment est-ce qu'elle va être appliquée et quelle va être sa longévité. Parce qu'il faut savoir que dans le monde, il y a énormément de réformes économiques ou non, mais de réformes qui ne sont pas mises en place ou qui ont une durée de vie assez courte. Nada de lo anterior es un asunto menor. La reforma económica en Cuba no nace de una consideración técnica, sino de una apreciación política muy seria. Un país que se encuentra al borde del precipicio, según palabras del propio presidente cubano. Pero esa actualización no parece ser solamente una estrategia de supervivencia política en el corto plazo. Existen indicios, y se podría discutir, pero existen indicios de que desde finales del 2012 se pudiera haber entrado en una segunda fase de actualización del modelo económico, en la que tanto los objetivos como los mecanismos de ejecución de la reforma apuntan hacia plazos mayores y donde parece estarse apostando a modificaciones más sistémicas y con potenciales implicaciones sustantivas en cuanto a la gobernanza del país. O sea, cambios cualitativos en la intervención estatal para conducir la transformation sociale. Alors tout d'abord, cette réforme économique à Cuba, elle naît d'une considération, d'une perception politique vraiment forte et non pas de quelques considérations techniques d'ordre purement économique. Hein. C'est tout simplement que le pays est effectivement au bord du précipice, comme le dit le président du Cuba. Mais il faut aussi insister sur le fait que cette réforme économique, c'est pas une stratégie de petits gouvernants ou de survivance politique à court terme. Hein. C'est tout simplement vraiment la volonté et la conscience que depuis la fin de 2012, on est dans cette deuxième phase d'actualisation du modèle économique et que ce sont des mécanismes et des réformes économiques qui justement
vont vers une modification vraiment systémique avec vraiment un grand changement en termes de gouvernance pour Cuba. Eso es lo que reflejó el discurso del presidente cubano en diciembre del 2012 en la clausura de la legislatura, la Asamblea del Pueblo Popular, que luego se ha reiterado en otras intervenciones públicas del presidente y otros funcionarios, y también es la información disponible respecto a otras decisiones que se han ido tomando, como las relativas a los consejos de ministros efectuados de entonces. Obviamente, habría que introducir una nota de cautela, pues sobre esos datos pudieran existir diferentes apreciaciones, y por otra parte se trata del tipo de fenómenos respecto a los cuales será únicamente el paso del tiempo el que podrá ofrecer un juicio definitivo sobre el asunto. Alors ça, c'est cette analyse, c'est vraiment le reflet du discours du président. Discours du président donc, du 13 décembre 2012, lors de la clôture en fait, du 10e congrès, la 10e période de session d'une assemblée législative de l'Assemblée nationale cubaine. Et donc c'est vraiment toute une analyse que le président cubain et également d'autres fonctionnaires et d'autres politiques, hommes politiques à Cuba, ont réitéré à plusieurs reprises. Paso entonces a la última parte de la presentación, que es la sincronización de la reforma económica con un ciclo político inédito que obtuvo como fundamento de la construcción de esa nueva gobernanza en Cuba. Yo creo que es importante comenzar por apuntar un hecho, que es el siguiente. El gobierno cubano es en la actualidad el único actor social en condiciones de llevar a la realidad una propuesta de reforma económica del país. Para ser más preciso, no parece existir ningún otro grupo social que pueda estar en condiciones de disputarle hoy esa capacidad al gobierno cubano. Cuba sigue siendo un país con una sola entidad social capaz de hacer política efectiva, el Partido Comunista de Cuba. Lo demás son fabulaciones. Alors il faut vraiment préciser un point, c'est que le gouvernement cubain est le seul acteur social pour l'instant en condition et avoir la possibilité de proposer une réforme économique digne de ce nom pour le pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres groupes sociaux qui peuvent être en condition justement de réaliser et de mener à bien ce changement. Donc quand on parle évidemment de gouvernement cubain, c'est le gouvernement cubain, le Parti communiste cubain aussi. Esa es la razón por la que el contenido, las modalidades y el ritmo de la reforma económica se encuentran determinadas por el gobierno, totalmente determinadas por el gobierno, y las posibilidades de otros actores de influir sustancialmente en el proceso son mínimas. C'est pour ça qu'en fait les modalités et le rythme de cette fameuse réforme économique en fait sont complètement déterminés par le gouvernement et que l'intervention d'autres acteurs sociaux est quelque chose de tout à fait minime. Probablemente el reto mayor al que se enfrenta el gobierno cubano es el de lograr sincronizar la reforma económica con un ciclo político inédito, pues de aquí a 5 años parece estar abiertamente planteado un ejercicio masivo de transferencia generacional del poder político en Cuba, que sería sin duda el mayor evento político del país en más de un siglo. La direccionalidad de la conexión entre ese evento político y la reforma económica corre en un sentido bien claro. La reforma económica se ha diseñado y está siendo implementada para asegurar esa transición. Alors le défi le plus grand, le plus important en fait auquel est confronté le gouvernement cubain, c'est en fait d'arriver à synchroniser cette réforme économique avec un changement politique de taille et qui est véritablement inédit dans le pays. C'est-à-dire que dans quelques années, dans 5 ans, il va y avoir en fait un transfert et une transition générationnelle énorme. C'est-à-dire que ce que disait Jeannette, c'est que la génération actuellement au pouvoir va disparaître. Et donc il y a le grand défi en fait, c'est d'arriver à synchroniser ce changement économique avec ce changement politique et qui est sans doute un peu l'événement politique le plus grand, le plus important depuis un siècle. En 5 años, de aquí a 5 años, mucha gente, especialmente el pueblo cubano, va a tener los ojos puestos en el Congreso del Partido. Existirá inevitablemente una modificación en cuanto a los fundamentos de la legitimidad de los herederos de la transición política.
Y esa nueva legitimidad política necesita de una percepción relativamente amplia respecto a la capacidad del gobierno de entregar prosperidad material a los ciudadanos. Y eso inevitablemente estará vinculado a la posibilidad de poder mostrar que el Partido Comunista de Cuba es capaz de producir una nueva gobernanza, es decir, eficacia, calidad y buena orientación de la intervention de l'État en la société. Donc dans 5 ans, hein, les 5 prochaines années, en fait, le peuple cubain et sans doute le reste du monde va avoir les yeux rivés sur le congrès du Parti communiste cubain, parce qu'il va évidemment y avoir une modification des fondements de la légitimité que l'on donne aux gouvernants politiques, et qui vont être ces héritiers de cette transition politique, la question est là. Donc il y aura forcément une nouvelle légitimité politique qui va se mettre en place, et avec justement cette question qui va pouvoir donner et assurer une prospérité matérielle au peuple cubain. Donc ça va forcément influencer sur justement cette capacité d'avoir une nouvelle gouvernance à Cuba. Entonces la pregunta pudiera ser cómo evaluar lo que está pasando a partir de todo lo anterior. Y aquí me remito a los parámetros que ya identifiqué antes, que son 3. Donc tout ça, toute cette analyse, en fait, évidemment, fait référence aux 3 points de la réforme économique que j'ai évoqués avant. El primero tiene que ver con la capacidad de liderazgo político en el país. Y significa que el Partido Comunista de Cuba y su gobierno tienen el liderazgo indiscutible de las reformas económicas. En general se ha logrado evitar el cuestionamiento de la autoridad del gobierno y del partido en cuanto a diseñar y aplicar los cambios económicos. Ellos han sido parte de un proceso más amplio de transición política, entendida como un relevo generacional en el poder dentro del partido. Donc le Parti communiste cubain et le gouvernement ont un leadership indiscutable, doivent avoir un leadership indiscutable sur l'ensemble de ces réformes économiques. C'est-à-dire que en fait, il faut qu'ils évitent justement la remise en cause de l'autorité du gouvernement et du Parti communiste justement sur ces changements économiques. Ça, c'est un enjeu qui est très important de la part justement du Parti communiste cubain pour pouvoir assurer cette transition politique et avoir justement régler justement cette question de la transition générationnelle. En relación con lo anterior, a pesar de los costos políticos de ciertos componentes de la reforma, ha logrado preservarse la legitimidad de las instituciones que lideran el cambio y existe capacidad de autocrítica y de rectificación e inclusive iniciativa en el plano ético por parte del gobierno, como es el caso de la lucha contra la corrupción. Il faut quand même mentionner qu'il y a une capacité d'autocritique et de remise en cause et de rectification de la part du Parti communiste cubain et du gouvernement, comme on peut le voir justement à partir de certaines critiques de la réforme, et justement donc la mise en place d'initiatives, par exemple la lutte contre la corruption qui a pu être relevée. Y algo que me parece que es muy importante, que tiene que ver también con la capacidad de liderazgo, es que si uno mira detenidamente lo que significa la política económica en Cuba actual, va a identificar que en realidad hay 2 metas generales propuestas. Uno, que es la creación de riqueza basada en crecimiento económico, y la segunda, distribución para asegurar cohesión social. Y esas 2 metas, que son las 2 metas grandes que plantea el gobierno cubano, son metas ampliamente compartidas por tibios y por troyanos. Sobre eso no hay discusión. Donc maintenant, il y a 2 objectifs. Le Parti communiste cubain et le gouvernement ont 2 objectifs donc à partir de cette réforme économique, c'est-à-dire premièrement créer de la richesse, basée sur la croissance économique, et deuxième objectif, la distribution et la redistribution des ressources pour assurer une meilleure cohésion sociale. Paso al segundo parámetro, que es la puesta en marcha de mecanismos efectivos de aplicación de la reforma. Y aquí hay que señalar que se ha creado un órgano específico al máximo nivel gubernamental para la aplicación de la estrategia económica, que es la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, que ha sido capaz de establecer el criterio de que verdaderamente lo importante es la estrategia en general y no las medidas específicas que ella contiene. Que ha sabido insistir en que se va a hacer una valoración por resultados obtenidos y no por acciones emprendidas, y que ha logrado armar un balance entre el decálogo posible de medidas y la posibilidad de su aplicación simultánea.
Alors, donc pour justement parler donc, de la mise en route justement de cette réforme économique, il y a eu la création donc, d'un organisme spécialisé au niveau gouvernemental pour justement appliquer cette nouvelle stratégie économique. Donc on appelle la Commission Permanente para la Implementación y Desarrollo, la commission permanente pour la mise en place et le développement. Donc c'est une commission en fait, qui a été capable justement d'établir différents critères justement. En el gobierno existe un aspecto técnico-económico, pero básicamente están involucradas instituciones con un alto peso político. No ha existido aislamiento respecto a la opinión pública, sino todo lo contrario, ha estado involucrada en el proceso. No se ha asumido en solitario, es decir, el partido y el gobierno, el precio político que pudiera tener la reforma, sino que ha existido transferencia de costos políticos al sector no estatal, es decir, a los cuentapropistas, a los empresarios extranjeros y a los funcionarios corruptos, que son parte en Cuba de la identificación de costos políticos que no van al gobierno y al partido. Y también creo que es importante apuntar que la reforma de los mercados laborales, particularmente que es la más compleja de los componentes de la reforma, requiere negociación política, cambios legales, análisis de impacto, ajustes, periodo prolongado, pero que luego una arrancada en falso, que yo creo que fue cuando se indicó abruptamente que iban a ser despedidos 1,5 millones de trabajadores. El proceso se rediseñó y actualmente se está negociando y preparando en el contexto de un congreso de la Central de Trabajadores. Alors donc pour terminer, en fait, faut quand même analyser justement ces changements économiques et il faut les voir aussi comme une gestion véritablement prudente et une gestion prudente aussi en termes politiques. Par exemple, en fait, tout ça, ça a été vraiment dirigé depuis la tête de l'État, vraiment au niveau du chef de l'État. Donc ça a un aspect, c'est vraiment des aspects techniques et économiques, mais qui ont véritablement engagé l'État et les acteurs politiques au plus haut niveau. Il n'y a pas eu vraiment d'isolement de l'opinion publique. Il y a eu vraiment justement, l'opinion publique a vraiment pris parti, il y a eu des critiques et il y a eu certaines remises en cause. Par exemple, il y a eu certaines craintes justement à propos de la réforme du marché laboral. Et là, il y a eu justement des négociations politiques, il y a eu des changements, il y a eu des analyses, on a reculé en fait les temps de mise en marche, de mise en place de ces réformes pour qu'il y ait véritablement des analyses. Donc tout ça, c'est très important de voir qu'il y a vraiment justement une analyse, une gestion prudente à ce niveau-là. En conclusión, lo que he tratado de decir son dos cosas. Primero, que la evaluación de los cambios económicos en Cuba requiere la adopción de la perspectiva analítica de la economía política y no solamente la utilización de un enfoque de política económica. Y lo segundo, que desde el ángulo de la economía política, los tres parámetros cruciales para evaluar la reforma deberían ser la existencia de liderazgo por parte del gobierno y del partido, la puesta en marcha de mecanismos efectivos de aplicación y una gestión prudente de costos políticos. Es eso, y no la racionalidad técnica o los éxitos y problemas de medidas concretas, lo que va a determinar el éxito de la reforma, que es parte, como he dicho ya, de un proceso político más amplio. Muchas gracias. Donc, en fait, deux choses donc, pour terminer. Tout d'abord, donc, cette évaluation des changements économiques à Cuba demande véritablement justement vraiment d'adopter, de prendre une perspective analytique de cette économie politique et pas uniquement de l'analyser comme de la politique économique classique. Et aussi également à partir de l'angle justement et du point de vue de l'économie politique, il faut prendre en compte 3 paramètres cruciaux pour évaluer cette réforme économique. C'est l'importance du leadership de la part du gouvernement et du Parti communiste cubain dans la mise en place de tous ces mécanismes économiques et pour pouvoir appliquer cette réforme, et justement cette gestion très prudente des coûts politiques au niveau de l'opinion publique. Merci pour cette analyse qui effectivement nous fait beaucoup réfléchir et pose des tas de questions. Je suppose que vous en avez dans la salle. Nous n'avons hélas qu'un quart d'heure.